Oui, donc effectivement, deux conférences. Donc une première conférence auprès des élèves autour de la notion de pêche durable. Qu'est-ce qu'on appelle pêche durable? Donc j'ai essayé de leur expliquer les principaux principes de la gestion des pêches. Éviter de diminuer trop la biomasse de géniteurs de façon à ce que le stock puisse se renouveler, mais plus généralement viser ce qu'on appelle aujourd'hui des objectifs du rendement maximum durable, qui sont les objectifs de la pêche aujourd'hui. Donc voilà, dans quelles conditions, que faut-il faire pour arriver à ce qu'un stock soit géré de manière durable et qu'on ait une pêche qui se porte bien pour les stocks de poissons, mais surtout qui se porte bien pour les pêcheurs. Et puis la conférence de ce soir, grand public, alors reprendra une thématique assez proche, mais sera plus centrée sur le thème du poisson durable dans notre assiette. Donc sous quelles conditions, effectivement, on peut penser que le poisson qu'on mange est issu soit d'une pêche durable, soit d'une aquaculture durable. Donc voilà, donc un angle d'approche un peu différent, mais toujours sur ces thématiques de durabilité. Alors, l'halieutique, c'est la science des pêches. De la même manière que l'agronomie est la science de l'agriculture, l'halieutique, c'est la science des pêches. Donc, on s'occupe à la fois, éventuellement, de technologie des engins de pêche, mais surtout de ces questions-là, de ces questions de principe de bonne gestion des pêches, à la fois d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue économique. L'économie des pêches fait partie des sciences halieutiques. C'est une science assez récente. Moi, je suis responsable d'une formation qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 40 ans, presque 50 ans. Donc voilà, c'est pas tout récent quand même, mais c'est vrai qu'on a longtemps pêché sans se poser beaucoup de questions et surtout sans très bien savoir comment fonctionnaient les stocks de poissons. Progressivement, on a appris à les connaître, on a appris à définir les règles de bonne gestion de façon à avoir une pêche durable. La situation s'est lentement dégradée, on peut dire, durant tout le XXe siècle. On estime que la quantité de poissons, en tout cas ce qui concerne les poissons de fond, ceux qui sont pêchés au chalut, ceux qui sont vraiment au fond de la mer, on estime que leur abondance a été en gros divisée par 5 et même plutôt probablement par 10 au cours du XXe siècle. C'est-à-dire que là où aujourd'hui on retrouve une tonne de poissons, il faut imaginer qu'en 1900, il y en avait à peu près 10 tonnes. Donc ça a beaucoup diminué parce que très longtemps, on n'a pas su gérer les pêches. Le nombre de bateaux a augmenté, surtout la puissance de ces bateaux a augmenté. Ils sont devenus de plus en plus performants, les a équipés de sonars, de radars, etc. Les choses ont quand même beaucoup changé depuis maintenant, on va dire une vingtaine ou en tout cas une quinzaine d'années. C'est-à-dire que progressivement, on a mis en place des règles de gestion des pêches de plus en plus rigoureuses et de plus en plus suivies par les pêcheurs, en particulier avec les quotas de pêche. Donc les quotas de pêche sont venus limiter la pression de pêche. On a aussi mis en place ce qu'on appelle des plans de sortie de flotte, c'est-à-dire très concrètement, on a payé pour qu'un certain nombre de navires se retirent de la pêche. Donc ça a été à la fois très douloureux pour les pêcheurs, parce que ça a été compliqué, moins de bateaux, moins de volume de poissons à pêcher, mais aujourd'hui on commence à en voir réellement les bénéfices, puisque les stocks de poissons commencent à remonter et très sensiblement en Europe. En tout cas, dans la zone atlantique, ce n'est pas encore le cas en Méditerranée où la situation est toujours très grave. Mais côté Atlantique, la situation remonte. Là où il y avait une tonne, on estime qu'en moyenne, on est revenu aujourd'hui plutôt autour de 1,4, 1,5 tonnes. Vous voyez, il y a encore du chemin à faire. On vise de revenir autour de 2 tonnes, 2 tonnes et demie, peut-être 3 tonnes. Mais au moins, il y a quelque chose de très important qui a été démontré ces 10 dernières années, c'est que lorsqu'on prend des mesures, il y a des effets bénéfiques pour les stocks de poissons et donc pour les pêcheurs. Tous les poissons ne sont pas équivalents. Et notamment, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle le niveau trophique. Alors c'est un peu technique, mais je veux bien l'expliquer parce que je pense que c'est intéressant. Le niveau trophique d'un organisme est défini par ce qu'il mange. Donc les végétaux, les algues en particulier, ou le phytoplancton, sont par définition du niveau 1. Ceux qui le mangent sont du niveau 2, ceux qui mangent cela sont du niveau 3, etc. Donc
Le phytoplancton est de niveau 1, le zooplancton qu'il mange est de niveau 2, les petits poissons type sardines, anchois sont en gros de niveau 3, les morues sont de niveau 4 et les grands requins, les grands thons peuvent être de niveau 5. Et on sait que d'une manière générale, là aussi il y a quelques exceptions, mais d'une manière générale, plus le niveau trophique est élevé, plus les espèces sont fragiles et sensibles à la pêche. Donc un des effets bien connus de la pêche, c'est de faire disparaître ou diminuer en abondance. Il n'y a généralement pas vraiment de disparition, sauf peut-être pour quelques grands requins justement. Mais d'une manière générale, il y a des diminutions d'abondance très fortes des prédateurs supérieurs. Donc c'est vrai pour les requins, c'est vrai pour les grands thons, mais c'est vrai aussi que les populations de morues, globalement, se portent moins bien que celles des niveaux trophiques inférieurs, les sardines, ou les crevettes dont je parlais tout à l'heure, qui ont aussi des niveaux inférieurs. Voilà, donc la pêche introduit des déséquilibres dans le fonctionnement de l'écosystème en faisant disparaître ces prédateurs supérieurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces prédateurs supérieurs jouent un très grand rôle dans l'écosystème, et en particulier un rôle de stabilisation. J'ai envie de dire le travail écologique d'un prédateur supérieur, c'est de réguler les populations de ses proies. Si les proies augmentent, le prédateur vient manger le surplus. Donc la stabilité du milieu marin est en grande partie liée à l'abondance des prédateurs supérieurs. Lorsque ces prédateurs supérieurs voient leur biomasse tellement diminuer qu'ils ne peuvent plus jouer leur rôle, alors on assiste à un environnement marin qui devient plus chaotique, des stocks qui explosent, qui redisparaissent, une année très bonne, une année très mauvaise, des blooms d'algues, des blooms de méduses. Voilà, le système devient plus chaotique et c'est aussi une grande difficulté pour les pêcheurs. Les crustacés, les mollusques en général, les crustacés, les mollusques sont globalement, alors après il faut le regarder espèce par espèce, mais globalement se portent plutôt pas mal. On peut même dire que certaines populations, de ce qu'on appelle les invertébrés, notamment les mollusques, ont bénéficié de la surpêche. C'est-à-dire que il y a des effets, ce qu'on appelle les effets écosystémiques, qui est que lorsqu'on pêche les espèces qui sont les prédateurs dans un milieu, on voit se développer un certain nombre d'espèces proies. Moi je sais pour l'avoir étudié, par exemple, on observe ça très bien au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, que la surexploitation des stocks de poissons de fond, notamment des espèces de la famille des mérous, etc., a conduit au développement des stocks de crevettes. Mais parce que les crevettes étaient consommées par les poissons, elles sont moins consommées par les poissons, donc il y a plus de crevettes disponibles pour les pêcheurs. Alors dans un premier temps, on peut s'en réjouir, se dire, dans le fond, tant mieux, il y a des crevettes. Le problème, c'est qu'une fois qu'on surexploite les crevettes, il commence à y avoir pas grand-chose derrière, et en réalité, petit à petit, l'écosystème se dégrade. Donc ça, ces aspects écosystémiques, ces impacts écosystémiques de la pêche, c'est vraiment des choses qu'on regarde de plus en plus attentivement en termes de recherche. C'est pour ça que je vous ai dit, attention, ce que je vous dis, c'est en général pour les invertébrés, il faut le regarder stock par stock. Et précisément, il y a certains stocks qui ont été surexploités, y compris chez les crustacés, notamment la langouste rouge. La langouste rouge a représenté, je crois, jusqu'à 4000 tonnes de capture par an en Bretagne dans les années 60 et a quasiment disparu à un moment donné. Elle est aujourd'hui en reconstitution. Aujourd'hui, on reparle d'en pêcher quelques centaines de tonnes. On est encore très loin des volumes de... Voilà. Mais oui, on sait d'une manière générale que la langouste a été surexploitée. Derrière, les homards ont été surexploités. On s'est mis à pêcher les crabes dormeurs qu'on pêchait très peu dans les années 60. C'était considéré comme un produit pas très intéressant. On les a surexploités. On s'est mis à pêcher derrière les étoiles de mer qu'on pêchait très peu dans les années 70, qu'on a surexploité. Voilà. Donc il y a eu ces phénomènes de remplacement d'espèces. Quand je dis les crustacés bénéficient, je pense plutôt effectivement aux petits crustacés, en particulier aux crevettes. Cela très clairement, lorsqu'on voit les pêches de crevettes se développer dans un écosystème, il y a lieu d'être un peu inquiet sur l'état de santé de l'écosystème et sur les phénomènes de dégradation et de disparition des prédateurs supérieurs. Alors, l'aquaculture marine, telle que nous la connaissons en Europe, qui est essentiellement une aquaculture de saumon principalement, un petit peu secondairement de bar, n'est absolument pas une solution à la surpêche. Bien au contraire, ces poissons sont des poissons ce qu'on appelle piscivores, c'est-à-dire qu'il faut leur donner à manger du poisson, ou plus exactement, on leur donne à manger de la farine de poisson. Et donc, pour nourrir nos saumons, nous allons notamment au Pérou, au large de l'Afrique, pêcher des sardinelles, des anchois, etc., que nous donnons à manger à nos saumons. Donc, on aggrave les problèmes de surpêche et on donne finalement à manger aux saumons des pays riches des poissons qui, je pense notamment à l'Afrique, seraient peut-être beaucoup mieux utilisés à nourrir les populations locales. Donc, c'est
absurde d'un point de vue écologique et c'est tout à fait discutable d'un point de vue de l'éthique entre le nord et le sud. Attention quand même, ce n'est qu'une forme d'aquaculture. Et cette forme d'aquaculture, c'est celle que nous connaissons chez nous. Si on réfléchit à l'échelle mondiale, cette aquaculture-là est très minoritaire. Elle représente quelques millions de tonnes. La majeure partie de l'aquaculture dans le monde, celle qui aujourd'hui représente des dizaines de millions de tonnes, c'est l'aquaculture qui se fait en Asie, alors en particulier de poissons d'eau douce, mais aussi d'un certain nombre de mollusques qui, eux, sont herbivores, ou pour les mollusques sont des filtreurs. Certains sont nourris, mais de manière très partielle. Beaucoup ne sont pas nourris. Donc cette forme d'aquaculture-là, oui, elle est peut-être une solution pour nourrir les populations qui acceptent de manger de la carpe chinoise, du tilapia et quelques autres espèces qui n'existent absolument pas sur le marché européen. La seule forme d'aquaculture vraiment durable qui existe en Europe, c'est celle des mollusques, les huîtres et les moules. Donc ça, on peut dire aux consommateurs, si vous voulez manger des produits de la mer durables, mangez des huîtres et des moules, là, il n'y a pas de problème. Ils se nourrissent sur le milieu marin en filtrant le phytoplancton, le zooplancton. Ça, c'est tout à fait durable. Oui, il y a lieu d'être raisonnablement optimiste. C'est-à-dire que lorsque les mesures sont prises, les effets se font sentir. Mais j'ai envie de dire, c'est un combat sans cesse renouvelé parce que dès que les stocks commencent à remonter un petit peu, il y a évidemment une demande bien qu'on comprend bien des pêcheurs qui est de dire mais alors on peut réaugmenter nos captures. Et malheureusement, on est obligé de leur dire non, vos captures ne vont pas beaucoup réaugmenter. Ce qu'on vous propose, c'est de continuer à pêcher à peu près comme aujourd'hui, peut-être un petit peu plus qu'aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de poissons dans la mer. Donc avec une rentabilité économique qui sera très très améliorée et puis aussi avec une stabilité qui sera très très améliorée.